Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe à la sauce italienne. Les Italiens de Belgique se sont installés historiquement dans le Borinage, mais beaucoup ont pris la direction de Bruxelles à partir de la fin des années 50. Comment ces Italiens voient-ils les dernières élections qui se sont déroulées en Italie? On en parle avec le journaliste italien David Carretta et avec deux députés européens d'origine italienne, Maria Arena et Marc Tarabella. Voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et d'abord, je vous présente David Carretta. Merci d'être avec nous. Vous êtes italien, bien sûr, spécialiste des questions européennes et correspondant ici à Bruxelles de Radio Radicale. C'est une radio généraliste, mais qui historiquement était liée à un petit parti, le parti des radicaux italiens. C'était quoi ce parti? C'était un parti de gauche, mais en même temps libéral, qui a été fondé par Marco Pannella, un grand monsieur qui aimait l'Europe, donc aussi un européiste, qui a eu dans ses rangs aussi Emma Bonino, qui était commissaire européenne, ministre des Affaires étrangères, un petit parti qui a fait beaucoup de choses en Italie pour les droits civils, l'avortement, le divorce. Qui a beaucoup influencé l'Italie sur les questions de société, en fait. Absolument, absolument, à travers des référendums, parce que sa représentation parlementaire était petite, 6, 8, 10 députés au maximum. Donc voilà, c'était fait plus dans les rues que dans les palais du pouvoir. Et ce parti a un petit peu flirté avec la Cicciolina également, je pense. Oui, bien sûr, on a eu beaucoup de choses. De l'amour. On a eu beaucoup de choses dans cette histoire, longue histoire du Parti radical italien. Aussi Cicciolina, mais aussi des grandes batailles transnationales pour lutter contre la faim dans le monde dans les années 80 avec plusieurs politiciens français, belges. Il y a eu des désobéissances civiles pour essayer de légaliser des drogues légères comme la cannabis ou la marijuana. Mais bon, c'est une longue histoire, parfois contradictoire. Il a été même allié avec M. Berlusconi pendant une certaine période, au début, en 1994, en Italie. Mais bon, maintenant, ça n'existe plus. C'est dommage. Et Radio Radicale est devenue une radio de service public. On est payé par l'État pour retransmettre les séances du Parlement et pour parler de politique nationale et internationale. Et vous avez atterri à Bruxelles il y a plus de 20 ans. Il y a 22 ans. Et vous vous sentez un petit peu belge ou 100% italien dans l'âme? Non, je me sens européen, un petit peu belge parce que ma mère est belge. Elle est partie en Italie dans les années 60, elle est restée là-bas. Moi, j'ai fait ma route en sens inverse parce que je trouve que la Belgique, c'est un beau pays, peut-être pas avec toujours du beau temps, mais un beau pays et surtout, ça donne des occasions à beaucoup de monde, à des Italiens dans les années 50 et à des Italiens dans les années 2020. Alors, comment les Italiens de Belgique, de Bruxelles, ont-ils voté? Les chiffres sont tombés. 16% de participation, c'est encore moins qu'en 2018. Comment expliquer ce désintérêt, ce manque d'enthousiasme des Italiens de Belgique pour les élections? Il y a une grande communauté italienne en Belgique. Beaucoup de monde qui a la double nationalité, qui est arrivé il y a très longtemps. Donc, beaucoup de monde qui a le droit de voter, mais ne vote pas parce qu'il n'est plus attaché politiquement à ce pays. Il vote en Belgique pour, justement, c'est en Belgique qu'il paie les impôts, ce n'est pas en Italie en majorité. Après, il y a une communauté de nouveaux venus, je dirais. Il y a les expats, on les appelle à Bruxelles, donc les personnes qui travaillent dans les institutions européennes et tous ceux qui marchent autour des institutions européennes. Et cette communauté plus petite vote
Et on le voit aussi dans les résultats des votes en Belgique pour les élections italiennes, parce qu'ils sont plus à gauche par rapport aux résultats en Italie. Oui, c'est ce qui ressort effectivement de ce dernier scrutin. Les Italiens de Belgique ont plutôt voté pour le Parti démocrate. Mais l'enjeu, il était quand même très important, faire barrage à l'extrême droite en Italie, mais quelque part en Europe. Oui, oui et non, parce que l'histoire de l'Italie avec la droite dure, nationaliste et l'extrême droite est particulière. Le parti de Mme Meloni, Fratelli d'Italia, a ses racines dans un parti post-fasciste, le mouvement social italien. Mais un autre parti qui avait ses racines là-bas, Alleanza Nazionale, est entré au gouvernement en 1994, justement avec Berlusconi. Peut-être que quelqu'un se rappelle ici en Belgique qu'à l'époque, Elio Di Rupo ne voulait pas serrer la main à un ministre italien qui venait de Alleanza Nazionale, Mirko Tremaglia, et qui avait eu une sorte de boycott de la part de Louis Michel envers ce gouvernement-là, parce qu'il y avait des post-fascistes. En Italie, la question, disons, fasciste a été assez banalisée pendant les derniers 30 ans. Et donc voilà, c'est différent par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas eu de cordon sanitaire après 1994. Il n'y a plus eu de barrage. Donc on a eu, il y a 4 ans, M. Salvini qui est devenu vice-premier ministre. Et M. Salvini, le patron de la Ligue. Le patron de la Ligue est plus à droite de Mme Meloni. Il a une attitude beaucoup plus dure, moins ambiguë, je dirais, par rapport à Mme Meloni. Et donc voilà, il y a un problème de fond. On n'a pas fait un travail de mémoire après la Deuxième Guerre mondiale. Comme l'Allemagne l'a fait. Comme l'Allemagne. Chez nous, on dit il fascismo, chez nous, on dit Mussolini a fatto delle cose buone. Mussolini a fait aussi de bonnes choses. Les trains arrivaient en horaire. Donc il y a cette banalisation qui est grave et qui permet aujourd'hui à des politiciens qui arrivent d'un parti post-fasciste de gagner les élections parce qu'on les considère comme part de la normalité politique. Alors, on va rejoindre à présent en duplex Maria Arena. Maria Arena, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne d'origine italienne. Est-ce que elle vous fait peur, Meloni? Est-ce qu'elle fait peur à l'Europe aujourd'hui? Je pense que ça fait peur surtout pour l'Italie en tant que telle, parce qu'avoir une coalition de droite, d'extrême droite, qui est autour des 44%, c'est très inquiétant parce que le modèle que cette coalition met sur la table est un modèle qui est la fermeture de ce pays, tant vis-à-vis de l'Europe que vis-à-vis du reste du monde. Et donc, oui, effectivement, c'est une coalition qui fait peur sur ce qu'elle laisse comme projet pour l'Italie. Elle fait peur aussi en tant qu'Europe. L'Italie est un pays fondateur et n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale un taux d'adhésion à l'extrême droite tel qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, je dis souvent que l'Italie est un laboratoire politique pour l'Europe. Et donc, oui, ça fait peur pour l'avenir de l'Europe. Mais beaucoup d'Italiens qui ont voté Meloni ne sont quand même pas fascistes. Ils disent d'ailleurs croire en la démocratie. Alors oui, on peut analyser la tendance du vote italien vers l'extrême droite par deux phénomènes. Le premier, c'est une classe politique qui a vraiment installé une certaine défiance à l'égard de cette classe politique. Et donc, le mouvement Fratelli d'Italia a été le seul mouvement qui n'a pas participé au pouvoir. Et donc, pour les Italiens, ça apparaissait comme un vote par défaut. Le seul qui n'a pas été au pouvoir, eh bien, c'est celui-là que nous allons choisir. Donc, ce n'est pas forcément un vote fasciste, mais c'est un vote de défiance par rapport à la classe politique. Et donc, ça montre bien, et c'est le second mouvement, ça montre bien qu'une classe politique de droite comme de gauche n'a pas pu prendre en main les vrais défis
auxquels les Italiens étaient confrontés. On l'a d'ailleurs vu avec une Italie du Sud qui se sent extrêmement délaissée à la fois par l'Italie du Nord, par les politiques du gouvernement italien à leur égard, une Italie qui est assez pauvre, mais aussi délaissée par l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Et là, eh bien, cette Italie du Sud a soit choisi le Movimento Cinque Stelle, et plus particulièrement M. Conte, qui a travaillé sur le salaire minimum, par exemple, sur une couverture sociale plus large pour ces personnes, ou pour des forces de droite qui pouvaient leur donner plus de sécurité en tant qu'Italie du Sud. Et donc on voit que ces mouvements aujourd'hui, en Italie et en Europe, de manière générale, existent dans des régions ultra-périphériques. Mais Maria-Arena, est-ce qu'on ne joue pas un petit peu à se faire peur? Parce que Meloni, c'est une eurosceptique, mais c'est aussi une pragmatique. Elle sait qu'elle aura besoin de l'argent de l'Europe pour réaliser son programme et donc besoin de suivre les règles du jeu. Oui, alors il y a une difficulté par rapport à ça. Effectivement, elle aura besoin de l'argent européen, mais en même temps, elle va vouloir faire avancer ses valeurs. Et donc, l'Europe, c'est à la fois effectivement un outil de solidarité vis-à-vis des pays, mais c'est aussi un instrument de démocratie pour l'ensemble des pays européens, et donc ils doivent garantir l'état de droit et un certain nombre de valeurs. Et c'est là l'équilibre que l'Europe devra trouver, avec un choix politique qui a été formulée en Italie et en même temps le fait que cette Italie ne peut pas dévier des valeurs européennes. Nous avons malheureusement d'autres exemples aujourd'hui en Europe, la Pologne, la Hongrie, aujourd'hui la Suède, qui à la fois demandent l'argent européen et la solidarité européenne, donc le projet européen, et en même temps se détachent des valeurs fondatrices de l'Europe, et c'est là le danger. Pour la première fois, une femme va diriger l'Italie, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors malheureusement, je pense que la question du genre ne donne pas la garantie que, effectivement, une femme à la tête d'un pays est forcément garante des valeurs que l'on veut défendre. Et donc ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir une femme d'extrême droite aujourd'hui à la tête d'un des plus grands pays, d'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Merci Maria-Arena. David Carretta, c'est vrai que pour la première fois, une femme va diriger l'Italie. Elle a joué d'ailleurs sur le fait qu'elle était femme. Ça a contribué à sa victoire? C'est un élément C'est un élément, mais je ne crois pas que c'est l'élément central. C'est plutôt ces propositions politiques qui ont eu un impact et le fait qu'elle s'est présentée comme une alternative à tous les autres qui ont gouverné les dernières années, même si elle a été ministre, il ne faut pas l'oublier, sous un gouvernement Berlusconi, et ministre d'un autre parti, du même parti de Berlusconi. Donc il faut toujours remettre... En Italie, c'est assez compliqué la politique, c'est assez bizarre, donc il faut remettre toujours dans le cadre historique ce qui se passe. Alors le Courrier international titrait tout récemment « La femme qui fait trembler l'Europe, elle fait vraiment trembler les institutions européennes ?» Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a un danger fasciste pour l'Italie. La démocratie On ne va pas voir débouler les chemises noires dans les rues de l'Italie. Non, et surtout les institutions démocratiques italiennes sont assez fortes. Elles l'ont démontré pendant toutes ces années. Il y avait Salvini, il y avait M. Conte, ils ont fait un gouvernement ensemble qui était « on va casser tout » et en fait ils n'ont rien cassé sauf le pays. Le pays, mais l'économie du pays surtout. Il y a un danger pour les droits des Italiens, ça sûrement, parce que Mme Meloni va, je crois, pousser beaucoup sur la question de la natalité, donc le droit à l'avortement, law and order, donc la sécurité. Elle va pousser beaucoup sur la question des migrants avec son idée de bloc naval. Cela dit, un danger pour l'Europe, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que même s'elle a une vision très souverainiste de l'Europe, elle a aussi besoin de l'Europe. Et cette Europe, pas l'Europe des nations ou quelque chose comme ça. Elle a besoin de l'argent du plan de relance. Elle a besoin aussi de la protection de la Banque centrale européenne. Il ne faut pas oublier, l'Italie a une dette 150% du PIB et elle a besoin de la Banque centrale européenne. Sinon, le pays va faire faillite.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Maria Arena qui dit que l'Italie, c'est un peu le laboratoire de l'Union européenne? Ce qui se passe en Italie se passe ensuite ailleurs. On l'a vu quelque part avec le Covid. Hein. Avec le Covid, oui, je crois qu'il y a eu une réaction de panique de la part de tout le monde, à partir des Italiens qui ont décidé de copier le modèle chinois tout de suite et l'appliquer de façon plus ou moins rigoureuse. Et donc tous les autres ont choisi le modèle italien des lockdowns, etc. Mais oui, l'Italie est sûrement un laboratoire politique. Le populisme qu'on a vu pendant 30 ans, avec des gradations différentes, on le retrouve aujourd'hui dans d'autres pays. Mais chaque pays a sa particularité. Madame Arena a parlé de la Suède. En Suède, c'est vrai, l'extrême droite arrive en deuxième position, mais bien derrière le Parti social-démocrate. Et en plus, le cordon sanitaire plus ou moins tient, c'est-à-dire ils ne vont pas exprimer le Premier ministre dans un gouvernement de droite. Probablement, ils ne vont même pas rentrer dans le gouvernement. Et donc, chaque pays a, en quelque sorte, des barrières pour protéger leur système démocratique. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, Berlusconi passe pour un modéré. Non. Il est considérément... Oh ben non. Il est un populiste, il est un vrai populiste. C'est Trump il y a 30 ans, c'est le modèle je vais vous promettre tout et mettre les Italiens avant tout le reste. Il a l'avantage qu'il est dans le Parti populaire européen, donc il a cette respectabilité, mais après il a été condamné pour fraude fiscale, il a fait une grande bataille contre les juges en Italie, il a secoué aussi un petit peu la démocratie italienne, M. Berlusconi. Et donc voilà, aujourd'hui il est vieux, il a un parti qui est passé de 30% dans les années 90 à aujourd'hui on est 8%. Il compte plus beaucoup, même si dans le futur gouvernement, il a les députés et les sénateurs pour éventuellement faire tomber Mme Meloni. Alors, on va rejoindre maintenant un autre député européen belge d'origine italienne, c'est Marc Tarabella. Merci d'être avec nous. Alors, même question, Marc Tarabella, est-ce qu'on ne joue pas un petit peu à se faire peur avec Meloni? Non, on ne joue pas à se faire peur parce que, et dans le geste et dans le verbe, ce groupe a mené une campagne très violente. Je ne voudrais pas être migrant de peau noire en Italie aujourd'hui, ça doit être difficile à vivre. Surtout eux qui apportent beaucoup à l'économie italienne et qui se font vilipender par ailleurs. Donc je pense que le fait de désigner des boucs émissaires d'une situation qui n'est pas brillante au niveau économique, ce sont des vieux préceptes du fascisme, du nazisme. Et aujourd'hui, ça fait peur. Maintenant, voyons ce qui va se passer. Elle a gagné les élections, son parti a gagné les élections, et Mme Meloni va être présidente du Conseil, c'est-à-dire première ministre. Elle va diriger le gouvernement italien. Et donc là, je crois qu'il va falloir être attentif, plus qu'attentif, à ce qu'ils vont faire. Mais l'Italie ne va pas sortir de l'Union européenne, ça c'est plus au programme. Bon, là-dessus, je pense qu'elle a déjà donné des apaisements. Donc ça, à la fois, dans le verbe, on est très anti-européen pour se faire élire. Et puis après, à peine élu... je rappelle quand même que l'Italie est le premier pays bénéficiaire des fonds européens de solidarité, puisqu'on est à pas loin de 180-200 milliards d'euros, qu'avec Mario Draghi, il y avait quand même une caution pour bien les utiliser. Et là, il faudra être très attentif en tant qu'Européen, de tout bord, de voir comment va utiliser ces fonds européens l'Italie. Parce que l'Italie doit relancer son économie, les fonds sont là pour ça. Il faut bien les utiliser. Et je crois qu'au niveau européen, on se devra d'être très attentif à cela. Alors, Meloni en Italie, en Suède, l'extrême droite va peut-être participer au gouvernement. Ce qui vous fait peur, c'est que les valeurs de l'extrême droite, anti-migrants, anti-avortement, anti-LGBT, ne se propagent un petit peu partout en Europe? C'est une crainte qu'on peut légitimement nourrir. Moi, je citerai la France aussi, même si elle n'est pas au pouvoir, Mme Le Pen et le Rassemblement national ont quand même réussi l'exploit d'avoir 89 députés à l'Assemblée nationale dans un système qui n'a pas changé et qui est très défavorable aux partis qui jadis étaient plus petits et qui ont grandi en Italie
le parti fasciste maintenant a pris le pas sur la Ligue, qui était aussi un parti quasi d'extrême droite, et sur Forza Italia. Donc ces partis prennent le pas. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils profitent d'une situation économique et sociale difficile et ils ont des idées simplistes, des pseudo-solutions qui les font élire, ils arrivent au pouvoir et aujourd'hui on doit se poser cette question de réfléchir et de penser, et là on doit le faire avec tous les progressistes, c'est de dire que c'est l'ultralibéralisme qui a mené dans cette situation. Parce que la privatisation de l'énergie, l'abandon des services publics dans les zones les moins habitées. En France, le succès du Rassemblement national, c'est dans les zones rurales qui se sentent délaissées aussi. Et donc, l'ultralibéralisme qui a généré tous ces problèmes de société, aujourd'hui, il faut réfléchir et dire il faut réinvestir dans plus d'État, mais d'État utile aux citoyens. Et c'est ça le vrai enjeu de la gauche, c'est par la fiscalité juste aussi. La fiscalité aujourd'hui, elle est injuste. Et tous les gouvernements de droite, et surtout l'extrême droite qui arrivent, disent moins d'impôts. Mais moins d'impôts, c'est moins de protection, c'est plus de paupérisation. Et ça favorise une minorité qui devient plus riche. Et une société n'est pas durable quand aujourd'hui il y a une minorité qui devient plus riche et une majorité qui était de la classe moyenne et qui s'appauvrit. Ce n'est pas durable. Et ça génère, je pense, des succès d'extrême droite. Et il faudra essayer certainement de contrecarrer cela à l'avenir. Merci Marc Tarabella et bonjour aux Italiens d'Antibes dont vous êtes le bourgmestre. Alors David Carretta, Marc Tarabella faisait allusion à l'État. On dit parfois que les Italiens considèrent qu'il n'y a pas d'État. Mais non, l'État joue un rôle très important en Italie. À propos des impôts, c'est assez incroyable le fait que l'Italie et la Belgique sont les deux pays qui imposent plus d'impôts aux travailleurs, où le niveau d'imposition est le plus haut pour la classe moyenne et les classes moins privilégiées. Et ça, c'est un problème. Donc, pas toujours plus d'impôts et plus d'État aident à combattre les causes du populisme. À mon avis, il y a d'autres questions qu'il faudrait affronter. Pour l'Italie, par exemple, la possibilité pour les jeunes de travailler et gagner plus. Aujourd'hui, les entreprises en Italie embauchent très peu parce qu'ils vont payer des énormes sommes, plus du double du salaire net en termes d'impôts et cotisations sociales, etc. Donc, ils préfèrent des contrats temporaires, 6 mois, 1 an, etc. Et donc, les jeunes n'ont pas d'occasion de se développer, de faire une famille et tout ça. Voilà, c'est pas si simple, je dirais, le problème populisme et rôle de l'État. Eh bien, maintenant, David Carretta, vous allez devoir choisir entre 2 enveloppes avec la bonne question ou la mauvaise question. Vous choisissez laquelle? La mauvaise. La mauvaise. Vous avez un côté provocateur qui ne m'étonne pas et vous la prenez. Vous allez la lire à haute voix et sans crainte, bien sûr. Attention. Est-ce qu'il y a au moins un restaurant italien à Bruxelles où l'on mange comme à Rome? Alors, est-ce qu'il y a des bons petits restaurants italiens? Il y en a plein, mais la meilleure cuisine italienne, c'est toujours à la maison des Italiens. C'est ça la vérité. C'est quoi la différence entre Bruxelles et Rome? Alors, Bruxelles, c'est le soleil, c'est surtout le soleil, la chaleur. Mais Rome est une ville superbe pour passer un week-end, pour aller en vacances. Ouais. Mais c'est l'enfer si on doit y travailler et y vivre. Et Bruxelles, il faut avoir quelques clés pour découvrir le charme de la capitale. Bruxelles, je trouve que c'est une ville qui a un charme énorme, un charme caché. Il faut le découvrir, il faut découvrir ses communes. Il y a des superbes communes avec des maisons incroyables. Et surtout, il y a l'accueil. On se sent chez soi à Bruxelles. Et ça fait une grande différence pour qui arrive du reste d'Europe. Et les institutions européennes, elles ont modifié un petit peu la ville aussi? Je crois qu'elles ont transformé la ville. Il y a 200 000 personnes qui travaillent dans les institutions ou juste autour des institutions. Et c'est dommage.
un aspect que moi j'aime pas beaucoup, c'est l'impossibilité à se mélanger. Parce que souvent, il y a la bulle européenne d'un côté et de l'autre côté, les Bruxellois ou les Belges, beaucoup de Belges qui sont partis à la périphérie de Bruxelles. En même temps, on le voit dans des communes comme Saint-Gilles, Schaerbeek, Ixelles. Les jeunes commencent à se mélanger et ça donne une ère très cosmopolite à cette ville. Il faudrait se mélanger plus. Les Européens devraient aller à Molenbeek parfois, au lieu de penser que c'est très loin et très infréquentable. Une autre commune qui a ses cachettes merveilleuses. Merci David Carretta de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.